je vous propose une réflexion sur la résilience et l'interculturalité, puisque nous, êtres humains, on ne peut pas vivre ailleurs que dans notre culture. Étant donné qu'on sait maintenant neurologiquement qu'un bébé qui n'est pas entouré par une niche affective, sensorielle et par une culture n'a aucune chance de se développer biologiquement. Et cette phrase-là peut vous paraître banale, mais en fait, c'est l'esprit opposé à Descartes, puisque je viens de vous proposer l'idée que la culture, l'affectivité et la culture sculptent le cerveau du bébé. Alors que quand, il y a quelques décennies, on disait que le cerveau était dans la boîte crânienne coupée de son contexte, et aujourd'hui on dit exactement le contraire, c'est-à-dire que la manière d'entourer un bébé au cours des premiers mois de sa vie, dans l'utérus et après sa naissance, bien avant la parole, la structure familiale qui est autour de lui et la structure culturelle qui est autour de lui font des pressions sur le cerveau en voie de développement et sculptent le cerveau. Le cerveau est la conséquence de la niche affective et des récits qui entourent le bébé. Donc voilà, je mets la barre très haut parce que pour dire que la culture fait partie de notre développement biologique et qu'il ne peut pas y avoir une seule pensée coupée de son contexte affectif et de son contexte culturel. Voilà, ça je commence juste par ce prémisse qui va organiser la suite de l'exposé. Alors nous, êtres humains, ça fait pas longtemps qu'on est sur Terre, puisqu'on est sur Terre, monsieur et madame Homo habilis sont sur Terre depuis 3 millions d'années. Donc ça fait pas longtemps qu'on est sur Terre, comparé à l'existence de la Terre, et monsieur et madame Sapiens sont sur Terre depuis 300 000 ans. Or, on ne parle que depuis 200 000 ans. C'est-à-dire que pendant 2 800 000 ans, on a communiqué comme les animaux, par des cris, des postures, des mimiques, des odeurs, des couleurs, et on a communiqué comme ça, et puis on a réussi, l'espèce humaine a réussi quand même à ne pas mourir éliminée, et il y a 200 000 ans, on voit apparaître l'empreinte de l'artère sylvienne sur le lobe temporal gauche. Ça veut dire que le lobe temporal gauche s'est développé et a marqué l'empreinte sur ce qu'on appelle la zone du langage, c'est-à-dire le lobe temporal gauche chez les droitiers. Et ça fait une empreinte et on voit la face interne de l'écaille temporale, on voit une empreinte, donc on peut affirmer que les êtres humains parlent depuis 200 000 ans, puisqu'avant il n'y avait pas cette empreinte, avant 200 000 ans. Alors ça veut dire que monsieur et madame Sapiens étaient chasseurs-cueilleurs, et que dans ce contexte-là de survie, chasser des petits animaux, les insectes, cueillir les plantes, ramasser les racines, à cette époque-là, la culture était adaptée à ce contexte technique et culturel, et probablement, on ne parlait pas encore, ou on commençait à peine à parler, et probablement, il y avait déjà des groupes humains qui étaient centrés par cette technologie de la chasse, petite chasse, des petits animaux, et de la cueillette. Donc dans ce contexte-là, il suffisait de marcher côte à côte et puis d'attraper les petits animaux, de cueillir, et ce qui veut dire qu'il n'y avait pas de guerre. Puisqu'on était très peu nombreux sur Terre, les chiffres sont minuscules. On était très peu nombreux sur Terre, il y avait de la nourriture et des insectes, des petits animaux partout, donc on marchait à la queue leu et on se nourrissait en marchant. Donc il y avait très peu, la culture était adaptée à ce contexte, et effectivement, quand on retrouve des squelettes de cette époque, il n'y a pas de traces de squelettes avec des armes blessées ou de squelettes au crâne fracassé. Et ces squelettes-là apparaissent quand la technologie s'est augmentée et quand le surnombre a commencé à devenir la condition humaine.
À l'époque de Louis XIV, à Paris, il y avait 200 000 habitants. Aujourd'hui, je crois que c'est 14-15 millions d'habitants. Et quand je suis arrivé sur Terre, avant la Seconde Guerre mondiale, il y avait 3 mégapoles. Aujourd'hui, il y en a 18 et bientôt, il y en aura 20. Et Mexico, c'est une mégapole de plus de 20 millions d'habitants. Donc, c'est les conditions, devenir humain dans cette nouvelle condition, c'est totalement différent que devenir humain à l'époque de Monsieur et Madame Sapiens. Et quand est apparue la technologie, c'est-à-dire il y a 8000 ans, à l'époque du néolithique, apparaissent les premières technologies, c'est-à-dire élever les animaux, donc mettre des barrières, donc faire de la culture pour leur apporter du fourrage, pour nous se nourrir, planter des légumes pour se nourrir, enclore les animaux pour parfois les manger, les cuisiner. Donc la technologie est apparue, le feu est apparu, les armes sont apparues, et là on a vu apparaître en même temps les 2 facteurs de guerre, c'est-à-dire la propriété et le surnombre. Donc la culture changeait et il fallait qu'on s'adapte à cette nouvelle culture qui nous a permis de vivre confortablement en faisant de l'agriculture, en faisant de l'élevage, et en même temps faire les 2 merveilles qui caractérisent la condition humaine, c'est-à-dire le monde de l'artifice. On s'arrache à la nature avec le monde de l'artifice, artifice de l'outil et artifice du verbe. C'est ce qui crée votre entourage techno-culturel aujourd'hui, et c'est là où vous, qui venez de naître, puisque vous venez d'arriver sur Terre, je ne sais pas d'où vous venez, mais vous venez d'arriver sur Terre, eh bien c'est dans ce nouveau contexte artificiel, hyper technique, parce que surtout maintenant avec les machines, Internet, tout ça, c'est un contexte que je n'ai pas connu quand j'étais enfant, mais que vous connaissez. Donc dans ce contexte hyper technique, et dans ce contexte de récit, puisque le monde de l'artifice, le monde humain, c'est la technique, l'artifice de l'outil et l'artifice du verbe. Et c'est dans cette nouvelle technologie que vous aurez à vous développer ou que vos enfants auront à se développer. Donc tout à l'heure je disais que quand on était peu nombreux sur Terre, la culture était facile, non violente, il suffisait de marcher côte à côte, et on se nourrissait, il y avait de l'eau, il y avait des légumes, il y avait des fruits, il y avait des petits animaux, on se débrouillait avec ça. Aujourd'hui, on ne peut plus vivre, on ne sait plus vivre dans une nature si simple, puisqu'au contraire, on vit dans le monde de la machine, il faut apprendre, et on vit dans le monde des récits, il faut apprendre. Donc ça veut dire que maintenant, la technologie a surcoté l'école, puisque quand je suis arrivé au monde avant la Seconde Guerre mondiale, on était 3% à aller jusqu'au baccalauréat, et que les autres passaient le certificat d'études vers 11 ou 12 ans, et que les garçons et les filles allaient à l'usine à 13-14 ans. Ici, ils allaient à la mine. Moi, quand j'étais à Brignoles, près de Toulon, il y avait une mine de bauxite où les petits garçons descendaient dans la mine de bauxite à 12, 13, 14 ans. Et que donc les conditions technologiques de développement n'étaient pas du tout les mêmes que les conditions technologiques que vous avez, vous, à affronter. C'est-à-dire que l'école, maintenant, devient le nouvel organisateur de la société, alors qu'avant la Seconde Guerre mondiale, ce qui organisait les sociétés, c'était les corps. Le corps des femmes pour mettre au monde le plus d'enfants possible, des garçons de préférence, pour les envoyer à la mine ou à la guerre, et le corps des hommes pour travailler 15 heures par jour, 6 jours par semaine. Et quand j'étais médecin au centre médico-social, je n'ai pas connu les 15 heures par jour, mais il m'est arrivé de soigner des ouvriers qui travaillaient 10 heures par jour et qui étaient hébétés de fatigue et qui ne pouvaient pas parler et qui ne voyaient à Toulon, dans le Var, au bord de la Méditerranée, qui ne voyaient la lumière du soleil que 2 mois par an, puisque 10 mois par an, ils étaient
dans les containers des bateaux qu'ils fabriquaient ou dans les mines de bauxite. Alors à Mons, les mines de charbon, ça fait la fortune et la gloire de cette Belgique-là il n'y a pas longtemps, mais ça n'existe plus maintenant. Donc si je commence par cette introduction, c'est pour reprendre, éclairer l'idée que la technologie, des outils et des mots organise votre société et que ce processus graduellement s'est mis en place depuis Monsieur et Madame Sapiens, mais qu'il y a eu une exponentielle et qu'en 2 générations, on a étonnamment quitté le monde dit naturel pour vivre dans un monde artificiel qui fait notre merveille, hein, la merveille de l'ordinateur, la merveille des récits, et qui fait notre malheur. Parce qu'on sait maintenant que les jeunes, les enfants qui se soumettent trop, qui sont trop soumis aux écrans, n'apprennent plus à vivre avec les autres. Les bébés qu'on met face aux écrans n'apprennent plus les rituels d'interaction, ils n'apprennent plus à parler, ils ont un retard de langage énorme, ils n'apprennent plus à décoder les signes faciaux, les mimiques. Ils apprennent plus, ils savent plus, ils n'ont pas appris ça. Donc ça fait un trouble de la socialisation très grave qu'on est en train aujourd'hui de découvrir. Et puis, et surtout, je reprendrai ça cet après-midi, ça arrête l'empathie. C'est-à-dire que le fait de vivre face aux machines, de se développer face aux machines, ça permet des communications stupéfiantes. On peut accumuler des informations de manière absolument stupéfiante, à une vitesse stupéfiante, mais on accumule les informations, mais on ne sait plus dire bonjour. Les rituels d'interaction, les enfants ne les ont plus appris, ce qui probablement explique la réapparition d'une forme de violence chez les enfants, alors qu'ils n'ont jamais été élevés dans des conditions matérielles aussi bonnes qu'aujourd'hui. Alors voilà un petit peu l'idée qui organise l'exposé. Alors, les cultures se forment au cours de mouvements et surtout au cours de déplacements de population et au cours d'innovations. Innovation technique et au cours des déplacements de population, rencontre entre 2 cultures. On peut imaginer qu'il y a 200 000 ans, un groupe humain commençait à parler, donc il commençait, on sait maintenant qu'il y avait déjà Monsieur et Madame Néandertal. Je ne sais pas si vous avez vu sa photo, mais il a été reconstitué. Et on voit que Monsieur et Madame Néandertal, Madame Néandertal est petite, elle est balèze, on dit balèze en Belgique, c'est un mot qu'on dit, on dit balèze. Madame Néandertal est balèze, Monsieur Néandertal est petit, trapu, avec des grosses arcades, un gros chignon occipital. Il n'a pas tout à fait le même crâne que nous, puisque nous, on est Monsieur et Madame Cro-Magnon. Hein. Alors on a un beau crâne rond, les filles ont un front bombé, les garçons... Donc déjà, mais c'est pas le crâne de Néandertal, et pourtant on a été interfécond. Donc ça veut dire que Néandertal et d'autres espèces humaines, vous avez bien entendu, d'autres espèces humaines existaient qui ont disparu, et seuls nos ancêtres, Cro-Magnon, dont nous sommes les descendants dans cette salle. Et les mouvements de population arrivent et qu'un groupe humain n'a pas appris la même langue, il n'a pas fait les mêmes rituels d'interaction, donc d'emblée la familiarité qui est, je reprendrai ça demain, la familiarité c'est notre tranquillisant naturel. Lorsqu'on est en familiarité avec notre mère, avec notre famille, avec notre groupe social, notre quartier, avec la langue maternelle, avec les rituels d'interaction, la familiarité fait qu'on n'est pas anxieux. Et quand il y a un bouleversement, quelque chose qu'on ne comprend pas, quelque chose qui nous dépasse, un problème dont on ne trouve pas la solution, on est anxieux parce que c'est la représentation de rien. Le vide,
c'est le vide, c'est l'angoisse du vide, l'angoisse qu'on a autour d'un précipice. Je ne comprends pas ce qu'elle dit, je ne comprends pas ce qu'il dit, je ne sais pas ce qu'il faut faire, hop, on est anxieux. Donc l'idée qui organise les théories de l'attachement, c'est que la familiarité est le tranquillisant pour nous, êtres humains, mais c'est aussi le tranquillisant de presque tous les mammifères, où on voit qu'un petit se blottit contre sa mère, puis part en exploration, puis il revient quand il est un peu stressé, il revient se blottir contre sa mère, puis une fois sécurisé, il repart en exploration, c'est-à-dire que c'est exactement ce que font nos enfants. Hein, nos bébés préverbaux, ils ont un bruit, ils connaissent rien du monde, hein, c'est la première fois qu'ils arrivent au monde. Donc ils connaissent rien, donc le corps de leur mère leur sert de tranquillisant. Ils se blottissent contre leur mère et une fois blottis, ils observent le monde et ils l'apprennent. Ce qui veut dire que sur le plan pédagogique, on ne peut apprendre le monde que si auparavant on est sécurisé. Si on est insécurisé, on est affolé, on court en tous sens, on n'apprend pas le monde. C'est ce qui se passe aujourd'hui pour nos enfants qui sont de moins en moins sécurisés parce qu'ils ont trop de choses à apprendre. Ils sont de moins en moins sécurisés et on voit que le corps, et puis surtout le corps, on ne fait plus du social avec notre corps maintenant. On fait du social avec nos diplômes, l'école, on fait du social avec notre art de la parole, et on fait du social avec notre art pour manipuler les machines. Le corps devient au second plan et il prend une autre signification, alors qu'avant la Seconde Guerre mondiale, on faisait encore du social, ou même après la Seconde Guerre mondiale, pour faire un schéma, on va dire jusqu'aux années 60, on faisait du social avec son corps. Les femmes, avec leur courage, pour mettre au monde des enfants, pour s'en occuper, pour travailler à la ferme, pour travailler à l'usine, parce qu'un ouvrier sur 3 était une femme. Donc c'est une forme de courage physique et mental. Et les hommes, avec leur corps, et la violence était une valeur adaptative, la violence du travail, la violence des guerres. C'est la première fois peut-être dans l'histoire humaine qu'il y a 2 générations sans guerre à la maison. C'est peut-être la première fois dans l'histoire humaine. Alors moi j'ai connu 2 guerres. J'ai connu la guerre de 40 et la guerre d'Algérie. Et mes enfants, ou ceux qui sont nés après la Seconde Guerre mondiale, par bonheur, n'ont pas connu de guerre. C'est peut-être la première fois dans l'histoire humaine que ça arrive. Donc, ce contexte-là technologique participe au développement et participe à la constitution des valeurs. C'est-à-dire que quand le travail est une forme de violence, comme la mine, par exemple, 15 heures par jour dans le noir, avec des boyaux étroits, parce que les boyaux larges coûtaient très cher, donc les hommes se déshabillaient, rampaient tout nus, enlever le manche, il y a peut-être des gens qui ont eu des pères comme ça, enlever le manche des pioches, parce qu'ils ne pouvaient pas piocher en faisant de grands mouvements, donc ils enlevaient le manche et ils piochaient qu'avec le fer. C'est-à-dire que les hommes qui, comme moi, avaient des avant-bras d'intellectuels, c'est-à-dire des avant-bras comme ça, ils souffraient au bout d'une heure, alors que les autres qui avaient des avant-bras comme Popeye, ceux-là pouvaient travailler 15 heures par jour. Donc on voit que les valeurs changent étonnamment d'une culture à l'autre selon l'organisation technique et verbale du contexte.